Alors, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la partie horlogerie féminine. Alors bonjour, je suis Jean-Christophe Babin, le PDG du groupe Bulgari et donc responsable en particulier de la division horlogère, mais aussi des autres activités comme la joaillerie, les hôtels, des parfums ou les sacs accessoires. Alors Bulgari est entré très tôt en fait sur le marché horloger. On est né joaillier en 1884, donc il y a 140 ans. Mais dès 1919, on a commencé à fabriquer des montres joaillères en platine avec diamant qui était un complément de parure par rapport à la haute joaillerie qu'on produisait à l'époque. Et donc depuis 1919, donc on parle plus d'un siècle maintenant, Bulgari a régulièrement aussi créé et fabriqué des très belles montres. Pendant une période, je dirais, d'une cinquantaine d'années, c'était des montres exclusivement joaillères. Ça a culminé dans les années, fin des années 40 avec le fameux Serpenti montre secrète, donc cette montre iconique qui s'entoure autour du bras et qui, en ouvrant la bouche, révélait la partie horlogère du bijou, parce qu'en fait c'est un bijou qui donnait l'heure. Et ça a véritablement positionné Bulgari, parce que contrairement à la montre de 1919, qui était une montre, je dirais, un petit peu plus classique, avec Serpenti, on faisait rentrer dans la marque un code totalement inattendu, extrêmement puissant, extrêmement aspirationnel dans l'horlogerie en général et dans la marque Bulgari en particulier. Et aujourd'hui, 75 ans après, la ligne Serpenti, notre première collection horlogère féminine, de très très loin, mais c'est également notre première collection joaillère, de très très loin, et c'est également notre première collection d'accessoires et de sacs de très très loin. Donc en fait, ce petit Serpenti de 1947 est devenu le symbole peut-être le plus connu de la marque Bulgari mondialement. Alors, le fait, si vous voulez, que elle s'enroule autour du poignet, à part une de ces variantes qui s'appelle Centauri, qui a un bracelet classique, mais je dirais que toutes les autres versions de Serpenti, que ce soit la version quotidienne Serpenti Tubogas, ou des versions très très haut de gamme comme Serpenti Palini, ont tout en commun d'être avant tout des bijoux. Donc c'est des bijoux. On n'a pas un bracelet classique. En fait, on a le corps du serpent qui s'enroule de façon très, je dirais, sensuelle et confortable autour de votre poignet. Et vous avez une lecture de l'heure qui ensuite va différer selon le modèle sur des produits plus quotidiens. On a un cadran relativement classique, même si celui que je vous montre a un cadran en malachite très sophistiqué, pour aller per- en perpétuant bien sûr la tradition de la montre secrète de 1947, des montres qui sont vraiment des pièces de haute joaillerie. Si je la ferme, j'ai un bracelet magnifique de haute joaillerie. Et si j'ouvre la bouche du serpent, fidèle à la tradition initiale, on retrouve aussi l'heure avec un mouvement exceptionnel qui s'appelle Piccolissimo, que je peux d'ailleurs extraire. Et pourquoi je l'extrais? Pas pour jouer, je dirais tout simplement parce que c'est un mouvement mécanique, il pèse 1,3 g, et s'il faut faire de la maintenance, je suis plus obligé de renvoyer le bijou au service après-vente, et je ne renvoie que le petit module. Ce qui pour le client est à la fois très pratique et en même temps très rassurant parce qu'on n'aime pas renvoyer quelque chose à 300 ou 400 000 euros par DHL à un service après-vente. On n'est pas très rassuré. Par contre, renvoyer un petit module, c'est quelque chose. Et en plus, ce petit module, on peut en acheter d'autres avec des finitions différentes. Et donc, dans le temps, avec un seul corps de serpent, avoir plusieurs montres secrètes, puisqu'en fait, tous les modules sont immédiatement ajustables. Donc, on voit que ce Serpenti est une icône qui est très versatile, puisqu'en fait, elle peut épouser des exécutions extrêmement différentes qui vont de la montre quotidienne à la montre joaillière. Elle se prête très bien à la très haute joaillerie, mais elle se prête très bien aussi à la montre quotidienne. Et ça explique bien sûr son succès, le serpent étant symbole de séduction, de puissance, de renouvellement et de renaissance permanente. C'est le seul animal qui change de peau. Et donc, un animal qui universellement est fascinant
et porte des valeurs qui sont émotionnellement très fortes. Donc, on confère aussi, à travers l'utilisation de ce signe, un caractère et une tension désirabilité extrêmement forte entre la cliente et l'objet. Alors, on a parlé de Serpentis, on a dans nos gammes aussi les versions de Serpentis qui sont des versions avec tourbillon. Alors, bien sûr, c'est le corps du serpent stylisé de façon très différente, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas mettre un tourbillon dans une tête de serpent, donc il y a des stylisations différentes avec des complications comme le tourbillon. Maintenant, on a, je dirais, comme produit star, Diva est une collection à la fois joaillère et horlogère. Et l'horlogerie Diva est spécialisée sur les montres joaillières. Et le haut de gamme de Diva, c'est en fait une répétition minute combinée à un métier d'art, donc une montre extrêmement belle esthétiquement. Et il y a un petit Diva qui semble être un charme sur le côté, mais en fait qui déclenche la répétition minute. Et ça, c'est une montre d'exception, c'est une très très grande complication, c'est une des rares très grandes complications féminines d'ailleurs. Elle utilise le même type de mouvement que ce qu'on a dans la répétition minute de Octo Finissimo, vous parliez des montres extra plates, mais elle est présentée dans une boîte haute joaillère Diva, donc qui combine à la fois une très grande technicité et un artisanat de pointe, avec une extraordinaire beauté, avec les métiers d'art qui embellissent le cadran. Moi, je suis rentré dans l'horlogerie il y a 24 ans maintenant, sur une marque qui était à la fois sportive et qui est devenue glamour. Elle est devenue glamour aussi parce qu'elle a évolué de l'homme vers la femme. Je m'explique. Tag Heuer, en l'an 2000, une marque exclusivement de montres de sport, très connue, magnifique, avec quelques modèles féminins qui étaient, comme c'est un peu la tradition dans l'industrie suisse, avec des versions dans des diamètres 33 mm, 32 mm, 34, donc féminisées, mais très légèrement féminisées par le diamètre. Il y a eu un premier step qui a été d'avoir des cadrans qui utilisait plutôt de la nacre, qui était déjà un premier pas qui féminisait un tout petit peu plus, des index diamants. Mais ça, c'était, je dirais, une première étape qui était déjà un premier pas qui a commencé à attirer des femmes vers Tiger. Et puis ensuite, on a eu probablement le plus grand pas qui s'est produit en 2004. On avait l'année précédente relancé une icône de Tiger qui était arrêtée depuis 1997 qui s'appelle la Formula One. La marque est très associée au monde de la Formula One. Donc, on avait cette montre star de la marque qui a fait une partie de l'histoire de la marque avec la Carrera à Monaco. Donc, on a lancé la Formula One, une montre masculine, très sportive, etc. Et là, on s'est dit, et je me suis dit, mais on ne peut pas réduire seulement cette montre. Il faut garder l'esprit, je dirais, la forme de la boîte, peut-être du bracelet, mais la réinventer complètement à partir d'une page blanche. Et on a créé ce qu'on appelle la Formula One acier céramique. Donc une montre dans des matériaux totalement différents de la Formula One masculine, qui est conjuguée de façon très esthétique, le bracelet, la boîte, de l'acier et de la céramique, qui avait deux vocations esthétiques. De la céramique seulement, quelquefois c'est un petit peu lourd, et ça peut paraître aussi un petit peu comme un matériau un peu, je ne veux pas dire plastique, mais c'est un matériau difficile à nobiliser. Donc on a décidé d'aller que sur le blanc et le noir, qui sont les deux céramiques à mon sens les plus nobles et les plus belles. Et on y ajoutait de l'acier, notamment latéralement, parce qu'en fait l'acier permet d'avoir une ligne esthétique d'échappement qui adoucit et qui allège l'ensemble par rapport à une montre purement féminine en céramique. Et en plus, l'acier protège en cas de choc, bien entendu, la montre, puisqu'en fait, la céramique, c'est fragile. Et donc, si l'extérieur du bracelet est en acier, il est clair que si la montre tombe, le bracelet ne se casse pas. Et c'est la même chose pour la boîte. Cette montre est née tout de suite ornée d'index diamant sur le cadran, et la lunette également a été ornée de diamants, non tournante, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une lunette tournante sur une montre féminine non sportive, même si elle pouvait aller à 100 mètres. Et là, on a créé vraiment chez Tiger la première montre vraiment pour la femme. Et cette montre a eu un succès
extraordinaire qui a été avec la Carrera, qui est devenue aussi à l'époque une collection majeure alors que c'était plutôt une niche au début. Euh, une des collections qui a propulsé le succès de Tagueilleur dans les années 2010 à des niveaux tout à fait extraordinaires. Voilà, ça c'est pour mes premiers essais féminins. Et étant à l'époque arrivé en Suisse, je me suis étonné effectivement en découvrant cette industrie de voir à quel point elle était masculine. Ça se voyait dans le point de vente où il y avait pratiquement que des montres pour hommes. Ça se voyait dans les grands prix d'horlogerie où il y avait pratiquement que des montres pour hommes. Et ça se voyait à la tête des entreprises horlogères parce qu'il y avait que des hommes. Et ça se voyait également dans les bureaux de développement et de créativité puisque c'était de nouveau encore des hommes. Donc en fait, c'était une industrie qui était étrangement masculine et donc qui créait des montres avant tout pour les hommes. Voilà. Arrivant chez Boulari, je suis tombé dans un monde heureusement beaucoup plus féminin. Une marque née joaillère, donc par essence, la joaillerie, c'est avant tout du design. Il n'y a pas de fonctionnalité. La joaillerie n'a pas une utilité comme donner l'heure, plonger. Non, la joaillerie, c'est avant tout l'expression maximum de ce que la planète peut créer en termes de beauté grâce à un artisanat très très poussé, que ce soit dans le choix, la taille de pierres extrêmement précieuses ou la conception de formes qui vont être le soutien finalement de ces pierres, mais c'est vraiment avant tout du design et du précieux. Et donc par rapport à ça, il est vrai que Bulgari se prêtait extrêmement bien à de la mode féminine, et chez Bulgari, quand je suis arrivé, on venait de lancer Serpenti, donc c'est pas pour de relancer Serpenti sous la forme de Bogas. Et là, bah, il est clair que j'ai poussé énormément dans cette direction. On a fait un revival de Bulgari Boulari qui était devenu une montre pratiquement que masculine. Et en fait, on l'a relancé en féminin. Aujourd'hui, avec la Lalisa, c'est devenu un best-seller universel, une montre très sophistiquée malgré sa simplicité, avec ce logo Bulgari Boulari qui rappelle en fait les pièces de monnaie impériale romaine, donc il y a toujours un lien très très fort avec Rome. Et puis un cadran unique au monde qui est une mosaïque de nacre, et chaque petit carré, comme vous pouvez le voir, chaque petit carré est un petit carré de nacre fait à la main et tout est assemblé à la main. Donc en fait une montre vraiment euh, qui est du métier d'art, mais à un prix autour de 10 000 francs suisses, donc quelque chose qui est extrêmement attractif sur le marché. Donc aujourd'hui on a effectivement une marque Bulgari qui est très 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 tournée vers la femme et dont 70% des ventes horlogères sont des ventes féminines, ce qui est assez rare mais assez fréquent pour les marques d'origine joaillère, parce que les marques d'origine joaillère, bien entendu, sont beaucoup plus tournées vers les femmes que celles d'origine horlogère. On retrouve d'ailleurs à la tête de la création joaillère des femmes. En horlogerie à Neuchâtel, on a essentiellement des femmes dans les départements développement, marketing. Et donc, c'est vrai que Boulari, clairement, même si les hommes comptent, Octo, pour hommes dans les parfums, bien entendu, euh, est une marque avant tout féminine. Et donc, notre création et créativité horlogère est extrêmement féminine, ce qui ne nous empêche pas, avec Octo, d'avoir un succès universel auprès des hommes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pour terminer, je dirais que, comme je l'ai dit, finalement, seules les marques joaillères aujourd'hui font des réelles montres féminines, puisqu'en fait, les marques horlogères classiques partent de modèles masculins qu'elles réduisent en taille et qu'elles féminisent avec des diamants et de la nacre. C'est un petit peu simpliste, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. À l'inverse, les marques joaillères, pas uniquement Bulgari, mais des marques qui, elles, parce qu'elles sont joaillères, partent d'une feuille blanche pour créer des montres féminines par des femmes pour la femme. Et ça rend ces marques beaucoup plus fortes, puisqu'en fait, aujourd'hui, le marché féminin ne représente qu'à peu près 30% du marché horloger, alors que les femmes représentent 50% de la population. Donc on voit bien que il y a un manque d'offres réellement féminines dans l'horlogerie, donc un énorme potentiel pour l'horlogerie dans le futur, à développer plus de montres réellement féminines, créées
pour la femme par des femmes que de continuer à principalement réduire des montres masculines de 42 mm à 33 mm. Il faut le faire. Il y a un marché, évidemment. Certaines très grandes marques en vendent même beaucoup. Mais il est clair que si on veut vraiment porter le marché horloger à un équilibre moitié-moitié, ce qui serait logique, puisqu'en fait la montre est un accessoire magnifique, que ce soit par un homme ou une femme, il est clair qu'il faut faire plus de montres strictement pour les femmes. Merci beaucoup. Merci.